Salut YouTube, aujourd'hui c'est dose d'inspiration et je suis pas tout seul, je suis avec monsieur 1-4, je peux t'appeler F. Tu peux m'appeler F. Je suis avec Sébastien et on va parler cinéma. Il y a pas mal de temps, j'avais fait une vidéo sur les grands directeurs de la photo dans le cinéma pour t'inspirer en photographie. Toi, Sébastien, t'as un concept qui s'appelle 5 putains de plans. J'ai totalement pompé son concept, j'ai changé 2-3 trucs pour dire que c'est pas la même chose, Oui, personne verra la différence. J'ai adapté. Mais, donc, ce qui est bien, c'est que t'as cité la référence, donc c'est pas mal. Exactement. Donc allez voir 5 putains de plans. Les règles du jeu, je t'explique. On a sélectionné 3 films chacun. 3 films que nous, quand on les a vus, on s'est dit waouh, il y a quelque chose qui me parle dans ce film et je peux le réappliquer à la photographie. Et ça a été dur. Très très dur. Attention, c'est peut-être même pas des films qu'on aime. On peut dire le film est une merde, mais photographiquement, moi ça m'a parlé. Bon allez, trêve de blabla, on commence et je te laisse commencer par ton premier film, Sébastien. Et je vais partir d'un film, moi, qui est un de mes films préférés. Quand on me demande mes 3 films préférés, il est dedans tout le temps. C'est Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Vous connaissez pas le film, hein, je suis sûr. Dans un Paris idéalisé, on a la jeune Amélie Poulain qui découvre le soir de la mort de Lady Di une petite boîte et elle décide de rendre la boîte à la personne. En une seconde, tout revient à la mémoire de Brotodo. La victoire de Federico Bahamontes dans le Tour de France 59. Les combinaisons de la tante Josette. Et donc à essayer de changer la vie des autres en bien. Mais est-ce qu'elle va réussir à changer sa vie à elle ? Il a l'air bien ce film. Il est pas mal du tout. Forcément, Jean-Pierre Jeunet, on le présente pas. Enfin, après, il y avait Caro et Jeunet. Là, maintenant, c'était Jeunet tout seul. Il y a le style Jean-Pierre Jeunet, donc tu sais, les grands angles très proches qu'on retrouve dans tous ses films. Donc, on a retrouvé dans La Cité des Enfants Perdus, dans Délicatessen, mais aussi dans Alien 4, que j'adore. Moi aussi, ouais. On fait vrai partie des 2 rares personnes à aimer Alien 4, je Il n'y en crois. a pas beaucoup. Une des particularités de Jean-Pierre Jeunet que j'aime énormément, on est au grand angle et on se met très proche des acteurs et on se met vraiment dans le groupe. On voit la composition en perspective. Il y a vraiment toutes ces dames qui rigolent, qui se foutent de la gueule de Collignon. Et il y a ce côté où on rentre vraiment dedans. Il y a ce plan-là avec du coup Collignon, ce fameux moment où il y a les portes, enfin les poignées de porte qui sont changées. C'est génial. C'est marrant parce qu'en revoyant ça, je me suis dit que dans la colorimétrie, il y avait un côté Matrix. Oui, parce que la tonalité Côté est verte. Ouais, mais je sais pas, il y avait même un truc genre néo Jaune qui et vert, va- ça a toujours été les tons de... dans La Cité des Enfants Perdus, Tout par à exemple, fait. c'est du jaune et vert. Quoi. Ouais, non, c'est du vrai que- Jeunet. Si tu aimes les blagues, abonne-toi, mets la cloche. Un autre truc que j'aime énormément, c'est le côté ultra détaillé. Il y a les plans de présentation de personnages et tout, et en fait, ils sont caractérisés énormément par tous les objets qu'il y a autour. Là, on voit sur la présentation du père d'Amélie qui est dans son atelier, où il nettoie sa boîte à outils. Il y a vraiment beaucoup de détails, et je trouve que l'image, elle est remplie, mais remplie de bonnes choses. C'est un film qui a été étalonné numériquement, et c'était à l'époque, c'était une révolution, on pouvait faire de la sélection. Il y a eu un énorme travail numérique dessus, ça se voit un petit peu, les couleurs sont un peu criardes maintenant, mais ça a été un des premiers films français à être étalonné de cette façon-là. Ça participe à l'univers en même temps, ouais, ça choque complètement. pas, donc c'est pas... Complètement. Il y a un truc qui, moi, m'a complètement bluffé, c'est donc les plans serrés, avec un plan du personnage et l'autre personnage dans le fond. Il y a beaucoup de plans comme ça, où on est focalisé sur le premier plan ou sur ce qui est net, et dans le fond, en flou, il y a quelque chose qui vient nous chercher... qui vient changer un petit peu l'image. Tu vois, qui vient donner une connotation à l'image. Je sais que je suis trop long, mais en fait, je voulais juste parler de ces derniers plans où Nino et Amélie sont sur la trottinette, j'allais dire. Non, sur la mobilette. Et c'est tout flou, comme si c'était filmé dans un temps de pause long. Il y a ce côté où ils sont en train de rigoler, de s'amuser, donc les plans sont pas nets du tout, il y a du flou de bouger partout. Et il y a ce petit plan à la fin où ils font un coucou caméra, écoute, trop bien, et on est trop content. Et je trouve que c'est une patte géniale qui vient interpeller le spectateur, parce qu'on peut dire que ça casse le 4e mur, mais dans la fin comme ça fait vraiment, on est avec eux dans ce moment de joie. Exactement, il casse la règle des 180 au niveau de la caméra, pas au niveau du placement de caméra. La règle du 180. Ouais, la règle du 180, c'est pas juste le placement, Oui. c'est aussi... c'est pour ça que tu te mets à 50 images secondes, par exemple. Ok. Salut, Nico du montage, enchanté. Alors, pas 50 images secondes, hein, espèce de débilos, mais bien 1/50e de seconde au niveau de la vitesse, quand tu enregistres à 25 ou 24 images secondes. Voilà, t'avais compris, hein. En fait, tu doubles ton framerate à chaque fois par rapport à la vitesse. Et c'est briser cette règle qui va te permettre d'avoir ce type de résultat. Voilà, bon, je vais t'épargner 2 minutes de discussion technique, hein, totalement inutile. Ça vient de la vitesse du roulement de l'obturateur sur les anciennes caméras, en fait. Voilà, et pour les 2-3 geeks et geekettes du fond de la classe, je vous vois, et vous voulez comprendre de quoi il s'agit, je mettrai des liens en description. Voilà, allez, nous, on avance. Est-ce que je dois te convaincre de regarder Amélie Poulain? Non, tu l'aimes bien? Ce qui est rigolo, c'est que... Alors déjà, j'adore ce film, évidemment. Rien que de regarder les plans, ça me donne envie de le revoir. Moi, je l'ai pas vu depuis longtemps. J'ai sélectionné les plans, j'en ai sorti
196 des personnages. J'arrivais pas, à chaque fois, j'ai putain c'est beau, putain c'est beau, putain c'est beau. Ouais, moi, l'autre film qui m'a marqué de Jeunet, alors il y a La Cité des Enfants Perdus, mais celui qui m'a... Je pense que c'est parce que c'était un des premiers que j'ai vu au cinéma où j'avais l'âge d'apprécier le cinéma. Un long dimanche de fiançailles, qui est aussi magnifique, extraordinaire ce film. C'est celui qu'il a fait après Amélie. Juste après, ouais. Un quart d'heure par film, on avait dit. Oui, c'est ça, en plus, un quart d'heure. Puisque tu as commencé par Amélie Poulain, je vais commencer par le maître de Jeunet, là où il s'est inspiré, et tu vas voir que je vais redire la même chose que tu as dit. Depuis qu'on se connaît, je crois que je t'ai assez saoulé avec mon amour pour Wong Kar-wai, qui est un de mes réalisateurs préférés. Et on va retrouver vraiment tout ce que tu as dit sur Amélie Poulain. J'ai parlé 1 million de fois de In the Mood for Love, qui est un de mes films préférés. Mais celui qui m'a vraiment marqué photographiquement, visuellement, dès que je l'ai vu, je me dis mais c'est une dinguerie ce film, c'est Fallen Angels. 因為人嘅感情係好難控制，最好嘅拍檔係唔應該有私人感情。 Fallen Angels, c'est... Ah putain, faut pitcher les films, c'est dur. Alors, les anges déchus, ça veut dire on suit des personnes désociabilisées. On a un tueur à gages, on a la femme qui s'occupe de lui trouver des contrats, on a un jeune muet qui est un petit peu aussi déficient mental. C'est une galerie de personnages comme ça, et c'est leur croisement entre eux. On va retrouver déjà cette passion grand plan et visage filmé de très très près. Lui, il donnait comme inspiration, je sais pas si tu connais de photographe de rue japonais, Deido Moriyama. Non. Alors lui, il avait un contraste très très fort et ça a été un des premiers à vraiment se plonger dans la rue et prendre les gens de très près. Je trouve qu'il autorise plus vraiment les déformements des visages que Jeunet. Je dirais peut-être que les grands angles de Jeunet sont plus autour du 20-24 et peut-être de Wong Kar-wai dans ce film-là, on est plus autour du 14. Ah, on n'est même pas au 14. C'est rigolo, il y a une vidéo sur YouTube qui s'appelle « À la recherche de la lentille qu'il a utilisée ». Et je crois que c'est un TGA et c'est un 9 mm et un sorte d'adaptateur qui le met à 7 mm. Waouh. Et pareil, on va retrouver cette superposition de plans où vraiment on est immergé en fait avec les personnages. Vu que le grand angle t'autorise à aller très loin, il fait des couches successives de narration où il se passe à chaque fois quelque chose. Les lumières sont extraordinaires, son travail de la couleur aussi. On a des plans qui se répondent au niveau de la couleur. Sur ce plan qui est très connu, où il est sur sa mobilette aussi, avec sa copine, en grand angle. Bizarre, dis donc. Bizarre. Il y a l'évolution des personnages, alors sans rentrer dans l'histoire en elle-même, mais où la couleur va changer avec le plan final, où on est pareil, en mobilette en vert. Ça me rappelle Matrix. Alors, puisqu'on parle du plan mobilette, il y a vraiment un truc que j'aurais dû souligner, hein, puisqu'on fait le rapport avec le précédent film, c'est que le truc, la signature Wong Kar-waiesque, c'est justement cette représentation visuelle du ressenti des personnages, de la distorsion du temps. Et ça, c'est présent dans tous ces films. Hein. Ceux dans Chungking Express, par exemple, ils sont très connus. Ils sont magnifiques aussi. C'est un vrai ajout à la narration et ça a inspiré beaucoup de réalisateurs. Et ça, c'est fait donc en sortant de la règle des 180 degrés au niveau de l'obturateur. Voilà, juste petite parenthèse qui me paraissait essentielle. Pareil pour l'héroïne principale, on a des plans qui se répondent, ça c'est son dernier plan, avec les premiers plans d'introduction. Ouais, je te coupe sur Matrix, mais ce serait pas étonnant, puisque ces films-là sont sortis largement avant Matrix, puisque 95 pour Fallen Angel, comme en plus les Wachowski sont extrêmement fans de l'univers japonais, asiatique, tout ça, m'étonnerait pas du tout qu'elle l'ait vu et qu'elle l'ait intégré dans leur film. Ce qui m'a plu, c'est vraiment le choix de l'objectif retranscrit l'émotion et ce que vivent les personnages et leur folie. En plus, sur un grand angle, le moindre petit mouvement fait que tu as des déformations dans l'image qui sont extraordinaires et on rentre dans la folie des personnages où on a vraiment ce plan par exemple. Ce qui est génial, je trouve, dans ce film-là et dans ce grand angle, c'est le côté, on va vraiment proche des personnages, on est avec eux, et limite, on vient les scruter à 5 cm d'eux pour comprendre qui ils sont. Comme s'il fallait être extrêmement proche d'eux pour comprendre leur psyché.
Son cinéma est très pas voyeuriste, hein, c'est difficile à expliquer le terme voyeurisme dans le sens où je l'utilise ici. Surtout quand tu as cette photo-là qui... C'est ça, exactement, là où elle se caresse. C'est pareil dans In the Mood for Love, c'est vraiment des micros instants de voyeurisme. Il y a d'autres films aussi qui sont géniaux. Happy Together, sur un couple gay. Ouais, c'est à peu près pareil dans tous ces films en fait. Sur certains détails, la façon dont la caméra est proche d'eux et absorbe leur univers. Pourtant, j'ai vraiment vu 3 films de Wong Kar-wai. Donc récemment, j'ai vu In the Mood for Love, il est passé au cinéma, donc j'y étais. Là, j'ai vu Fallen Angel et j'ai vu, mais c'est autre chose, son film américain avec Norah Jones. Je trouve qu'il y a un côté très premier film, dans le sens où c'est très brut, c'est très on y va, on s'en fout, enfin c'est... Il y a de l'énergie, alors que dans In the Mood for Love, c'est beaucoup plus posé, mais après c'est l'histoire aussi qui veut ça, bien sûr, hein, mais les cadres sont beaucoup plus travaillés, je trouve. Il y a une vraie évolution, moi j'appelle ça la trilogie, c'en est pas du tout une, entre Chungking Express, Fallen Angels et Happy Together. Et il y a vraiment un changement dans In the Mood for Love, dans son style. 喺我最需要一件雨褸嘅時候，呢個人又翻嚟我身邊啦。如果成日都落雨，你話幾好咧？ Et c'est marrant parce qu'on parle que d'images, mais pour avoir discuté avec toi aussi de scénarios ou de choses que tu aimerais faire, du coup, quand tu te dis ça rejoint un peu ce que tu me disais. C'est vrai, il y a vraiment un esprit guérilla que j'aime beaucoup. C'est comme la musique. Des fois, tu écoutes un album et tu dis putain, si j'étais musicien, c'est ça que je ferais. Chaque fois que je vois Wong Kar-wai, c'est ça que je veux faire. En cinéma, si j'ai une caméra, c'est ça que je veux faire. Il y a un film moi, que je regarde et que je me dis tout le temps, c'est le film que j'aurais aimé faire. Même s'il n'est pas foufou, c'est une comédie horrifique qui s'appelle Tucker and Dale. Il est pas fou, il est pas très beau, il est pas tout ça, mais en niveau comédie horrifique, tu vois, à chaque fois que je le vois, c'est exactement ce que tu me dis. C'est le film que je rêve. Ouais. Qui est moi, quoi. Ah, c'est horrible ce sentiment. Alors, ton deuxième film, on est déjà à 45 minutes de vidéo. Je l'ai changé. Je t'ai d'abord envoyé Le cabinet du docteur Caligari, que je l'avais vu il y a longtemps quand j'étais en école de cinéma. J'avais adoré l'expressionnisme allemand, parce que j'adore ces décors-là de carton-pâte. Il y a les couleurs aussi qui m'a bluffé dans ce film-là. En y réfléchissant, j'ai voulu parler d'un autre film qui s'appelle Suspiria, de Dario Argento. Et ça c'est bien, parce que je me suis dit que le but c'était de te convaincre de voir des films, et là moi je l'ai pas vu, Suspiria, donc tu vas devoir me convaincre de regarder le film. Donc Suspiria, c'est donc je sais plus combien de film de Dario Argento qui faisait donc plutôt du giallo. Ce film-là est sorti en 77, et on est plus sur du film fantastique. C'est un film où l'héroïne c'est Jessica Harper, donc une actrice qui a été révélée par Brian De Palma dans Phantom of the Paradise. Alors je sais plus le nom du personnage, mais donc de Jessica Harper, qui arrive en Allemagne dans une école de danse, et il se passe déjà des meurtres, des choses bizarres. C'est vraiment plus un film d'ambiance qu'un film d'histoire. D'accord. On s'en fout de qui tue ou tout ça, mais c'est vraiment plus pour l'ambiance. Déjà moi qui ne suis pas très film d'horreur, ça me parle plus. C'est plus fantastique. D'accord. Même s'il y a de l'horreur dans le sens, il y a de l'angoisse, il y a des meurtres, il y a tout ça, mais c'est quand même plus un film fantastique. D'accord. Dario Argento, en fait, est très connu pour ses couleurs. Et dans ce film, la couleur est juste folle. Il va construire aussi ses décors via la couleur, il va construire l'ambiance via la couleur. T'as des plans qui sont complètement rouges, par exemple, ou complètement verts, ou complètement bleus. Lui, il doit être fou de gélatine, hein, forcément, il faut de la gélatine partout. Ce qu'il veut te faire ressentir, il est véhiculé par la couleur. Il va te mettre, il s'en fout, il va te mettre une couleur rouge. Là où la plupart des gens essaieraient de mettre une couleur rouge, mais les persos avec une couleur à peu près normale dessus, non, il s'en fout, lui, il met du rouge total. Bon, là, on a une composition qui est opposée totale, avec d'un côté du bleu et de l'autre côté une couleur un peu plus chaude qui oppose aussi ces deux personnages. Et là, donc, on a la lumière chaude qui arrive sur Jessica, mais là, il y a une touche de rouge. On sait pas pourquoi, c'est pas grave, c'est beau, parce que ça permet de faire ressortir ce personnage. C'est pas diégétique. La lumière un peu chaude qu'on voit, c'est la lampe. Ah ouais, d'accord, ok. Il n'est pas du tout le rouge, il a dit, on fout un spot rouge sur le mur qui va venir... Donc c'est vraiment un choix artistique. C'est ça. Tu vois, sur ce plan-là, on est à travers une ampoule, c'est des couleurs normales, puis d'un coup, Jessica s'est endormie. Là, maintenant, elle va se faire buter dans pas longtemps. Alerte spoiler. On s'en fout. Et en fait, d'un coup, ça devient vert. Il n'y a aucune raison, c'est même pas pour faire genre il fait nuit, bam, on se met en vert pour te mettre dans une autre ambiance. Ça fait un peu Matrix quand même, comme... Pour ce côté encore grosse couleur rouge ou grosse couleur bleue, c'est là où je fais le lien avec le docteur Caligari. Donc c'était du noir et blanc, mais en gros c'est des couleurs. C'est-à-dire qu'il y a chaque scène a des couleurs. La nuit, on a un bleuté, et du coup tout le plan est d'une couleur. Toute l'architecture est plutôt pensée pour
créer le malaise, pour créer une espèce de dédale, un peu de carton-pâte, mais on s'en fout. C'est aussi le style du film qui veut ça, et je pense que ça rajoute aussi le fait de partir dans un autre monde. Et ce côté théâtral rajoute un côté encore plus fantasque, je trouve, au film. Et le côté théâtre se voit aussi dans certains plans. On a donc Jessica qui arrive là dans ce nouveau lieu. On voit très bien que la fenêtre est fake, où elle surprend la conversation de ces gens-là et va répondre. On a une très petite ouverture, donc une grosse profondeur de champ. Et ça permet, plutôt que de faire plusieurs plans, d'aller chercher dans le même plan l'information qui va nous servir pour le plan d'après et pour la réaction. Après, c'est un peu kitsch, hein. Il y a du zoom, il y a des trucs comme ça, mais c'est bien, c'est kitsch bien. C'est kitsch bien. Kitsch bien. Dario Argento parlait d'une inspiration de Blanche-Neige et les 7 nains pour ce film, pour le côté fantastique des contes de Grimm. Et aussi pour l'anecdote, j'ai lu que donc les actrices là ont plutôt la vingtaine, alors que normalement le scénario a été écrit pour des gamines de 10 ans. Un peu chaud pour elle, je pense quand même. Est-ce que je t'ai un peu donné envie ou pas? Arrête de voir le film. Eh ben écoute, oui, et tu m'as même donné envie rien qu'en m'envoyant des screens en fait. Ouais, j'aime bien ce parti pris justement artistique d'avoir des full monochromes. Oui, je regarderai ce film et je te dirai ce que j'en ai pensé, Seb. Et du coup, Nico, quel est ton deuxième film? Mon deuxième film, alors mon deuxième film, je l'ai changé moi aussi. C'est vrai? Ouais, parce qu'à la base, je voulais parler de La Pointe Courte d'Agnès Varda, mais j'en ai déjà parlé dans la vidéo qu'on a fait ensemble, enfin que j'ai fait sur ton film, ton dernier court-métrage, sur Puzzle. Bonjour mes petits putes! Bonjour mes petites putes! Casting extraordinaire. Des chats, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est on parlait des chats. Je me suis souvenu d'un autre film que j'avais vu il y a très longtemps. Personnage. Quand j'étais au lycée, j'étais très souvent collé. Et on avait une salle pour les cassos où on m'envoyait tout le temps. T'étais un petit con. Non, j'étais un gros con. Le surveillant, le pion qui gardait la salle des cassos, il mettait des films. Et lui, il était passionné de cinéma. Et j'étais le seul qui l'arrivait à garder sage en mettant devant un film. Tous les autres faisaient des conneries. S'il te mettait du Bergman en même temps. J'avoue, c'est pour ça, c'est hallucinant. Alors, je crois que celui qui nous avait passé, c'était, comment il s'appelle, Les 7 sauts, je crois. Le 7e saut. Le 7e saut, voilà. Et j'avais trouvé ça complètement ouf. Et lui, il avait trouvé ça complètement ouf, que je trouve ça ouf. Et du coup, il m'a dit, bah regarde Persona, ça va te plaire. Et à cette époque, je commençais la photo. C'était la photo où je prenais beaucoup de mes amis en portrait. Du coup, c'est vraiment le premier Bergman où j'ai vu cette façon de filmer les visages. Attends, je te coupe juste, Nico. Ouais. Tu n'as pas fait le pitch du film, tu peux nous le faire, s'il te plaît? Le pitch, merci de me remettre sur les rails. C'est du Bergman. Donc Bergman, c'est extrêmement métaphysique. Celui-là, il est très psychologique. Persona, c'est un concept de Carl Jung. C'est une actrice qui a perdu la parole. Elle va être envoyée en soins à la mer, dans une villa, avec une jeune infirmière. C'est les liens qu'elle veut nouer, où la jeune infirmière va avouer avoir eu une orgie à un moment dans sa vie, etc. Et ça va chambouler leur relation. Så får man dåligt samvete för småsaker. Du kan förstå det. Men blir det med allting man förutsätter sig. L'histoire est un prétexte, évidemment, pour toute une métaphore derrière, etc. Film très métaphysique. On rejoint ce que tu disais aussi sur la scénographie et les décors. Il n'y a pas de décor. Des pièces très vides, très épurées, puisque Bergman se concentre sur les visages. Tout passe par les visages. Les émotions, le scénario même. Tu parlais de chant contre chant tout à l'heure. Chez Bergman, il n'y a pas de chant contre chant. Des fois, il te fait tout un dialogue concentré sur la même personne, alors que c'est la personne qu'on voit pas qui parle, et tu observes juste les réactions. C'est juste un chant. Il y a du chant-chant. C'est des close-ups, c'est juste des micro-réactions qui vont faire tout le scénario, avec ce noir et blanc qui est fantastique pour moi. C'est un film qui est assez, tu le disais, dur à suivre au niveau du rythme. Toi, t'as eu du mal. C'est du Bergman, moi j'aime beaucoup. C'est très lent. C'est très lent. Mais c'est bien, hein, mais c'est très lent. Mais c'est très lent. Le lent participe à l'ambiance du film. Oui, c'est ça, bien sûr. Il y a un côté très théâtral aussi dans le placement. C'est du théâtre filmé pour moi en fait. C'est une sorte de théâtre filmé, de mise en scène en tout cas, vraiment épuré, filmé. En fait, il y a un truc par rapport à le cinéma dont on a l'habitude maintenant, c'est l'acte cinématographique. C'est que maintenant, on est plus sur du cinéma qui n'est plus vraiment du cinéma, c'est-à-dire qu'on filme comme si c'était vrai. On va pas placer spécialement, et montrer qu'on place spécialement une lumière comme une couleur, tu vois, comme on a vu sur Suspiria. Les gens, dans la vie, ne seraient pas
On va se parler comme ils se parlent dans ce film-là. Ils se mettraient pas dans des positions comme ça. On sent que c'est un acte cinématographique et c'est pas un acte réel. Exactement, la grammaire du cinéma, en général, a changé ces dernières années beaucoup. Ouais. Il y a un contrat tacite entre le réalisateur et le spectateur, où voilà, je véhicule mes idées, je te les véhicule sous cette forme. Je sais pas si je t'ai donné envie de le voir, parce qu'on a parlé du rythme, du machin, du truc. Donc là, t'es peut-être... c'est ça suffit. Mais vraiment, moi, je sais que au niveau des portraits, en fait, je me suis dit, ok, le portrait, c'est pas la représentation physique de la personne, ça peut être la représentation émotionnelle de ce que la personne vit. C'est ce que le cinéma doit mettre en avant et va mettre en avant par le cadre, par la position, par l'acte cinématographique. Ouais. Tu m'as pas forcément donné l'envie de le voir, mais tu m'as entre guillemets obligé à le voir. En fait, il y a des films, quelqu'un doit nous obliger de les voir parce que c'est un film sur lequel on n'ira pas. Et pourtant, il sera passionnant. De toute façon, si tu tapes toutes les listes, tu sais, les listes, les 100 plus grands films de tous les temps, t'as toujours Persona dedans. Pour beaucoup de réalisateurs, c'est un des plus grands films de tous les temps. Oh, l'argument d'autorité, là, d'un coup, comme ça. Ouais, t'as vu? Ouais. Je le classerai pas dans un des plus grands films de tous les temps, personnellement. Mais je comprends la fascination qu'on a pour ce film et que j'ai eu moi-même quand j'étais fin d'adolescence à regarder ça. Surtout un grand merci à Samir qui m'a pas considéré comme un cassos fini et qui m'a montré, qui m'a fait découvrir plein de films. Voilà. Merci Samir, parce que peut-être que sans toi, il serait pas là. C'est possible. Il serait peut-être resté un gros con. Qui te dit que je ne suis pas resté. C'est juste que j'ai plus de culture ciné. On avance. Quel est ton troisième film, Monsieur Fin 4 ? Eh ben, ce n'est pas un film, hein. C'est pas une fiction. D'accord. C'est un film documentaire. Je me rappelle que ce film, quand je l'ai vu au cinéma, j'étais scotché. Mais vraiment, j'ai pas pu m'en sortir. Tout du long, j'étais... J'exagère un peu en disant ça, mais c'est limite une masterclass sur chaque plan. Et pourtant, c'est un documentaire. Je dirais pas que t'exagères, mais... Ce film documentaire, c'est Océan de Jacques Perrin et Jacques Clouzot, qui est sorti en 2010. L'océan. C'est quoi, l'océan ? Et donc, comme son nom l'indique, Océan, c'est un film qui se passe sous l'océan. On y suit des animaux, des poissons, de tout, quoi, tous les êtres vivants qu'il y a sous l'océan. Avec une voix, un père qui raconte à son fils. Le grand Jacques Perrin, qu'on peut voir dans Cinéma Paradisio, un de mes films préférés. À peine découverte et exterminée. Combien d'espèces avons-nous fait disparaître ? Combien sont en voie de disparition ? Combien sont menacés ? Il y a 15 ans, et c'était le même discours en fait qu'on a maintenant, qui attention, il y a des espèces qui sont déchirées par l'être humain ou par les changements climatiques et tout ça, et qu'il faut faire attention et que c'est beau l'océan et tout. Et en fait oui, quand on voit les images, c'est putain de beau. On commence en dehors de l'océan, parce qu'on commence sur les pattes d'un varan qui rappelle un peu une des photos de Salgado. Ah ouais. Et il y a ce truc avec l'impact de l'être humain, puisqu'on a une fusée qui décolle. Ce portrait-là du varan, enfin, il est juste oufissime. Je sais, pour avoir vu les making-of, qu'il y a des lumières qui sont rajoutées, qu'il y a des choses comme ça, mais comment réussir à être aussi proche des animaux ? Ouais, puis ça fait partie de là, c'est une vision artistique, c'est pas de documentaire où ça doit être brut. Il y a une vraie patte artistique et c'est très bien qu'il ait rajouté ces lumières, ces machins, je trouve. Mais en fait, pour nous impacter aussi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça le cinéma, de toute façon, c'est pour nous impacter. Les documentaires, c'est du cinéma pour moi. Oui. Ouais, serre-moi, mais fallait que je te mette ça là, cette transition de la fusée dans les étoiles qui deviennent les particules dans l'océan, mais c'est quel degré au-dessus de la masterclass, c'est magnifique. Voilà. En voyant le film, je me suis toujours demandé, mais comment ils font ? Évidemment, c'est les meilleurs au monde qui l'ont fait, les meilleurs plongeurs, les meilleurs cadreurs, l'élite de l'élite, la crème de la crème. Les meilleurs, des meilleurs, monsieur. Ce qui m'a plus bluffé, c'est comment le faire, et la multitude. Les méduses, avec en plus ces couleurs bleu, jaune, la multitude des poissons, la multitude des oiseaux. On en suit un vraiment qui tombe, et puis il y a tous les poissons qui font
partent sur les côtés comme ça, alors que lui, il est au milieu en mode « j'en ai pas eu, c'est pas grave ». La multitude qui forme un... Et je voulais surtout parler de ce plan-là. C'est le plan des araignées de mer. J'ai eu l'impression de voir la bataille du Seigneur des Anneaux. Elle est filmée comme ça. Enfin, ou une multitude de robots aussi. C'est un film fantastique, genre un Terminator dans le futur, tu sais, où t'as une multitude de robots qui arrivent. Enfin, ils ont mis les caméras et ils ont attendu que ça passe devant. Là, on commence par une ou deux araignées de mer. On les voit arriver en mode tank. Là, ils étaient tous par terre, mais ça commence à se monter dessus. Je vois trop un des crabes pour Frodon. On est dedans, enfin c'est comme vraiment s'il y a tous les orques, tu vois, du gouffre de Helm, il y a tous les orques qui arrivent, qui commencent à se taper dessus, quoi. Et surtout, après ce plan-là, où on a un premier plan avec plein d'araignées qui se montent dessus, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et on voit un énorme parterre d'araignées avec des dizaines de milliers d'araignées, sûrement. J'ai pas peur, mais il m'a foutu la frousse, ce plan. C'est grouillant, tu vois. Non, comme si c'était des milliards d'insectes qui étaient en dessous de toi, quoi. C'est réussir à faire des putains de beaux plans avec le vivant qu'on ne contrôle pas. Ce plan-là avec donc je pense que c'est les éléphants de mer, pour moi, il me rappelle en fait des photos de maternité. Tu sais, des photos qu'on peut faire dans les piscines, des trucs comme ça, avec la maman qui a son bébé contre elle. Et je me dis, le temps qu'il a fallu, tu vois, en plus avec tous les reflets de l'eau et tout, je peux pas dire, bon, tu te tiens comme ça, tu peux le tenir dans tes bras, s'il te plaît, maman morse, maman éléphant de mer. Moi, j'ai fait beaucoup de photos de nature, mais pas d'animaux, de la nature en tant que telle, et jamais sans trop préparer les choses, tu vois, en y allant, regardant ce qui se passe, la lumière et tout. Je pouvais pas dire, cet arbre bouge. Tu vois, tu fais avec ce qu'il y a. Et encore, il n'y a pas cette patience qu'il faut pour d'approcher les animaux et tout. Et en plus, t'es pas sous l'eau. En plus, sous l'eau, c'est compliqué. Ce film m'a dit, ouais, ok, la nature, elle est vraiment, vraiment belle. Et il y a moyen d'aller la photographier, d'aller la capturer, sans lui faire de mal aussi. Ouais, capter ça et de donner des émotions grâce à ça. Est-ce que je t'ai donné envie de le revoir? Oui, de le revoir, mais tellement. Après, moi, j'ai un petit problème avec les documentaires animaliers. Mon Dieu, je vais passer pour un psychopathe. Je fais partie de ces gens qui sont très sensibles aux animaux. Tu vois, je regarde un film d'horreur, je suis là. Le gars, il s'est fait couper en deux. La scène où t'as des petites tortues, toutes mignonnes, des petits bébés tortues, qui viennent de naître, ils sont là, ah c'est ça la vie, c'est génial et tout. Et t'as les oiseaux qui arrivent et elles se font bouffer les petites tortues et tout. J'ai failli finir en larmes. Ah ouais? Ah ouais, non mais en fait, à chaque fois qu'il y a des animaux et ça, les poissons qui se font bouffer par les oiseaux, t'en avais rien à foutre. Ouais, les poissons, étrangement. Étrangement. Tu vois, comme quoi j'ai vraiment... voilà, moi, ma sensibilité est à géométrie variable. Et genre, il y a un panda qui éternue, il tombe de là où il est, je vais être, oh non, c'est trop horrible, tu vois. Oh putain, à ce point-là. C'est un requin qui est pêché. Couper les nageoires, couper la queue et on le fout dans l'eau. Et il est encore vivant et il est en train de se débattre en mode manchot, quoi. Et il arrive plus et il coule. Et là, putain, celui-là, je me dis, mais au moins, bouffez-le en entier, quoi. Enfin, et là, c'était horrible. Enfin, ce point-là, moi, il m'a fait vraiment, je me rappelais pas, et il m'a tordu le cœur. Ah, donc voilà, mais regarde-le. Si t'as pas vu Océan, si t'as pas vu Le Peuple Migrateur, c'est des films... Microcosmos aussi. C'est des films qu'il faut voir. Et Jacques Perrin, de toute façon, voilà, quoi. On n'a jamais tant découvert. On n'a jamais tant agressé qu'aujourd'hui. La Terre ne nous appartient pas. Elle est à partager. Là est notre espérance. Moi, mon troisième film... Hello. Vous parlez de cinéma sans moi, là. Oui. Oui. Vous n'avez pas honte? Eh ben, mon troisième film, justement, c'est elle. C'est Her. Keep going. Keep going. Oh la blague. Oh waouh. C'était pas répété du tout. Cette scène est totalement improvisée. Toi, c'est quoi ton film? Moi, mon film préféré, vous voulez dire Visuellement. C'est Mademoiselle de Park Chan-wook. Ah oui, je me souviens que tu avais beaucoup aimé ce film, on était allés le voir ensemble. Ah, c'est des peintures tout du long, c'est trop beau. D'accord. Et dans Mademoiselle, il y a elle, Her. Là, faut arrêter un moment, faut plaquer l'affaire, faut se dire, ok, on a échoué là-dessus. Decision to Live, aussi. Ah oui, celui-là. Alors le film, un film que j'ai pas aimé, mais visuellement est magnifique. Ouais, on a vu ça, il était beau aussi, celui-là, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que l'histoire m'a pas trop marqué, mais visuellement, tu restes les plans sur la plage, tout ça, tous les petits détails. Ce plan d'interrogatoire est juste monstrueux. Allez. Sa présence nous perturbe. Bye les boys. Elle te perturbe surtout.
Là, sa présence me perturbe. En fait, je voulais un film assez moderne, parce que c'est vrai que j'ai pris Persona, j'ai pris Wong Kar-wai qui est pas forcément connu du grand public. Bon, à la base, moi j'aurais dit Jurassic Park, toi t'aurais dit Matrix, j'imagine. Je t'ai mis la liste de plein d'autres films, je me suis forcé à ce qu'il n'y ait pas Jurassic Park, je me suis forcé à ce qu'il n'y ait pas Matrix, je me suis forcé à ce qu'il n'y ait pas d'autres films, j'ai juste pas pu pour Amélie Poulain, mais je me suis forcé pour pas qu'il y ait des films trop connu. Mais du coup, je voulais un truc assez récent. La dernière fois où vraiment je me souviens avoir fait « Ah putain, mais ça pour la photo, c'est bien », c'est Her de Spike Jonze. Not funny, don't laugh. I'm gonna fucking kill you. I'm gonna fucking kill you. I love you so much, I'm gonna fucking kill you. Quand j'ai vu ce film, j'étais dégoûté parce que j'avais eu une idée de scénario qui était la même chose 2 ans auparavant. Enfin, quasiment la même chose, où je voulais parler de... J'étais très précurseur parce qu'il est sorti il y a longtemps, mais où je me suis dit, un jour, tu vois, tous nos réseaux sociaux, ils enregistreront notre personnalité, nos machins. Et quand on meurt, on pourra continuer, tu vois, de parler à quelqu'un, à un bot qui aura notre personnalité. Et je voulais faire un truc là-dessus. Bah, l'impossibilité de faire son deuil parce que la personne est numériquement encore vivante. Et j'ai trouvé que c'était vraiment ce que je voulais faire quand il est sorti. Donc voilà. Donc l'histoire, c'est la solitude d'un homme qui va tomber amoureux d'une intelligence artificielle. Hello, I'm here. Oh. Voilà, c'est un assistant personnel où il va tomber amoureux. Qui a la voix de Scarlett Johansson, hein, mais bon. Donc, voilà, alors Scarlett Johansson n'est pas physiquement présente dans le film, mais c'est quand même possible de tomber amoureux d'elle, juste avec sa voix, quoi. Forcément. C'est incroyable. C'est sa voix, t'es là, ok, marions-nous. Mano est d'accord. Et c'était la naissance d'un trouble. Et ouais, non mais elle est sur notre liste. On a Zendaya, Scarlett Johansson, Rachel Weisz et Thomas Holland, c'est ça? Tom Holland. Alors Tom Holland, c'est pas moi qui l'ai mis sur la liste. Il y a au moins un mec. Au moins un mec. Moi, j'aurais pas mis Tom Holland non plus. Hein, mais... Bah écoute, Mano est à fond sur lui. Écoute. Les gars, en même temps, elle va te mettre Timothée Chalamet dans pas longtemps. J'ai mis un veto sur Timothée Chalamet et je l'ai pas mis sur Tom Holland parce que il me plaît pas, mais en même temps, c'est Spider-Man. Spider-Man, je peux pas lutter, je comprends. Tu vois, dans ce cas-là, je préférerais... Tobey Maguire. Non. Andrew Garfield. Andrew Garfield. Je connais tous les Spider-Man. Le mec a 12 ans. Attendez! Mais qui êtes-vous? C'est Jean-Marie Bigard, ma couillasse. Salope! Salope! Vite! Enlève! Caca! Je comprends le reproche qu'on peut faire en disant on sent l'esthétique un peu du clipper, tu vois, les nouvelles esthétiques, c'est-à-dire c'est du pop vintage. Oui, c'est très pastel. C'est très Toutes pastel. Les couleurs sont très préparées. Voilà, John c'est quelqu'un qui vient des clips musicaux, on ressent un peu ça. C'est un photographe à la base dans un magazine de BMX. D'accord. Voilà, il est commencé comme ça. Et voilà, le scénario est très bien. Il y a Joaquin Phoenix, donc forcément c'est un grand film. Ça dépend des films quand même. Hein. Ah, Joaquin. Je parle pas mon Joaquin. Pas mon Joaquin, non. De Napoléon, de tout le Joker, non? Eh ben moi j'ai bien aimé le Joker, mais on va pas s'embrouiller à la fin de la vidéo. How about another joke, Murray? Ce qui m'a plu, c'est un thème que je me donne de temps en temps quand je fais de la street photo. De temps en temps, j'aime bien me donner des thèmes pour me diriger un peu. C'est la solitude dans la ville, dans la foule, dans la multitude en gros. Et ce film illustre vraiment ça. Il est seul avalé par une ville gigantesque. Voilà, je trouvais que c'était très bien retranscrit dans ce film et ça m'a inspiré pour ma photo. J'ai pas grand chose de plus à dire sur ce film. Oui, alors soyons honnêtes, hein, si j'ai vraiment choisi Her, c'est parce qu'il me fallait un film populaire. En tout cas, j'en voulais un comme ça. Mais s'il y a un film récemment qui m'a vraiment visuellement marqué, ce serait plutôt Aftersun. Voilà. Alors oui, je sais, hein, c'est dégueulasse de pouvoir changer son film comme ça. Oui, c'est triché. Voilà, désolé Seb, hein, t'avais qu'à monter cette vidéo. Ah ouais? T'es comme ça, toi? Alors un film de plus. Il serait peut-être resté un gros con. Qui te dit que je ne suis pas resté. Donc, Aftersun, pour le côté très brut, très photographique de certains plans qui arrivent à illustrer les souvenirs de la jeune fille, à la fois de manière subjective et ce qu'elle interprète à sa manière elle-même. Voilà, c'est magnifique et le montage aussi hein, m'a vraiment happé. Voilà, t'es obligé d'être bouleversé hein, dans le segment des 10 dernières minutes du film. Voilà, si tu verses pas au moins une petite larme, eh ben il est possible que tu n'aies pas d'âme. Oui, je suis tout en nuances. Voilà, Aftersun. Il y a un petit côté dans les couleurs, j'ai bien dans les couleurs, un petit côté Wes Anderson. Oui, c'est vrai. Côté pastel. On a choisi vraiment tel vêtement, on a choisi telle couleur de tasse, on a choisi tel truc pour aller dans un mood board. Ouais. C'est là où je nuancerais la comparaison, c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de grammaire du cinéma.
Wes Anderson, c'est sa grammaire, c'est sa façon de parler, de s'exprimer cinématographiquement, c'est la couleur. Ici, c'est bien éclairé, et on a mis cette tonalité sur l'ensemble du film parce que ça marchait bien. Parce que c'était beau. Parce que c'était beau, c'est ça. C'est une expression artistique, mais pas une expression narrative qui fait partie du film. C'est vrai qu'il pourrait ne pas être vintage, qu'avec le même scénario que ça passerait. Exactement. C'est un des films accessibles, on va dire. Voilà, c'est un très bon film, mais effectivement, moi, photographiquement, il m'a envoyé quelque chose. De la même façon que Lost in Translation de Sofia Coppola, ils sont ensemble, en fait, Spike Jonze, et en fait, les films se répondent. Ah, ils sont ensemble? Ouais, ils ont été ensemble. D'accord. Ils se répondent. Je crois que maintenant, il est avec Michelle Williams. Mais ils ont été ensemble et Lost in Translation en fait fait écho à la relation qu'elle avait avec Spike Jonze. Ah, ok. For relaxing times, make it Suntory time. J'ai une liste à dire. Forrest Gump, Jurassic Park, Matrix, Terminator 2, Abyss, Le Roi Lion, Le Cinquième Élément, Skyfall, Elephant Man, Indiana Jones, The Thing, Brazil, Aliens, Le Retour, Le Nom de la Rose, Qui veut la peau de Roger Rabbit. Oh, qui veut de la peau de Roger Rabbit. Photographiquement, genre, tu t'es dit, c'est génial. Oui. L'intégration de l'animation, oui, après, tout ça. Il y a des c'est... plans qui sont magnifiques. Enfin, on a tous non, en c'est tête magnifique, mais je veux dire, le plan d'arrivée de Jessica Rabbit. Ah oui, bon d'accord, ben, je te l'accorde celui-là. Mets-le au début de la liste. I'm not bad. I'm just drawn that way. Psychologiquement, c'est ma séance de psy, je viens de réaliser pourquoi j'ai un crush sur les rousses. Ça vient de Jessica Rabbit, mais je pense. Comme tout le monde. Ouais, voilà. Mano, je rajoute Jessica Rabbit sur la liste. Mais c'est un dessin animé. Et alors? Faut aller voir un psy, Nico. Oui, faut en même temps se dire que Tom Holland, Zendaya ou autre, Scarlett... Ah, ils existent pour de vrai, et on a peut-être une chance avec Mano, attends. On aura tenté de faire une vidéo en 15 minutes, je ne sais pas combien de temps elle va durer. Oui, alors là, vous êtes là depuis 1h30 évidemment. Seb, ton actu, vas-y, vends-toi. Ouf, waouh. Bah en fait, 5 putains de plans qui étaient sur F1.4 va passer sur une nouvelle chaîne. L'idée, c'est donc d'avoir 5 putains de plans et aussi d'avoir des podcasts avec des gens du monde du cinéma. Ok, cool. Chose qu'il y avait déjà un peu sur F1.4, mais maintenant, je vais séparer vraiment les deux. Le cinéma et la photo. Exactement. Ça, c'est bien. Nico, oui, juste, je sais que ça fait déjà 2 mois qu'on a enregistré cette vidéo. Je voulais juste te dire, la chaîne n'est pas encore créée, elle n'est pas encore arrivée. Elle va arriver d'ici la fin de l'année, c'est certain. Mais voilà, j'ai pas eu le temps, donc s'il te plaît. Moi, aucune actu, donc abonne-toi, mets la cloche quand même. See you mate, bisous, bye bye, keep on creating. Au revoir. Et ben voilà.